Madame Blond, vous êtes l'architecte des Bâtiments de France, hein, chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Tout à fait, du doux. Voilà, donc soyez la bienvenue dans notre association. Je vous Je crois qu'on remercie. s'est déjà croisé, on s'est croisé à, je sais plus, à Besançon, hein, et Chez on le avait préfet, déjà oui. parlé de cette réunion et on avait déjà engagé cette réunion donc mais c'était pas facile et on a préféré maintenant, avec votre accord, de la faire en visio. Donc, on a, je crois, 35 élus qui seront connectés ce soir. Vous avez 35 élus. Donc, on va vous donner la parole. C'est vous qui allez, je pense, faire présenter ce que vous faites, hein. Hum, Et puis surtout, par rapport un petit peu c'est pas toujours vu d'un bon côté les bâtiments de France, quand ils viennent sur nos mairies, c'est les histoires de tuiles, couleurs de tuiles, ceci, tout ça, voilà. Donc, on va vous laisser présenter tout ça. Et puis après, je pense il y aura des questions, hein. On ne peut pas faire autrement qu'il y ait des questions. On vous donnera, et c'est Christine qui va gérer un petit peu ça, les questions par rapport à ça, pour que chacun puisse s'exprimer, hein. Donc, on ne va pas forcément débattre des dossiers personnels de chaque commune, ce n'est pas le but, hein. Et hum. surtout que vous puissiez nous expliquer franchement ce que sont les bâtiments de France, hein, et surtout votre mission, hein, en tant qu'architecte du bâtiment de France sur les communes. Comme on a tous du patrimoine qui est classé ou pas classé, mais qu'on puisse définir tout ça. Ça ira comme Très ça? bien. On Allez, fait comme ça, je vous remercie. voilà. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que voilà, je vous présente ce soir l'émission de l'UDAP et notamment celle de l'architecte des bâtiments de France sur le département du Doubs, puisque j'ai été affectée au département en avril, mi-avril 2022. Donc un département que je continue à découvrir tout au long des missions qui me sont confiées. Je peux me permettre de partager du coup le diaporama pour commencer à vous présenter les items que vous aviez envoyés à chacun. Oui, Ça hein, va? Oui, oui. Christine, c'est bon? oui, oui, j'ai laissé le partage d'écran. Voilà. Alors, Moi, je coupe mon micro, hein. je vais. Hop. Et puis, il faut que je trouve le moyen. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran ou pas? Dites-moi. Oui. Tout le Oui, monde voit? Alors, vous voyez quel format? Parce que comme j'en ai deux, moi. Ben, Oui, oui, ben, le format qu'on voit là, c'est bien, ça vous va? oui, oui. Oui, oui, c'est bon. On voit la diapo principale, puis on voit la deuxième diapo en tout petit Ah après. oui, d'accord, vous voyez cet Voilà. écran. Mm. Alors, je vais arrêter le partage et puis faire l'autre écran, ce sera peut-être mieux. Voilà. Voilà, est-ce que c'est mieux là? Oui, 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 Oui? oui, oui. C'est mieux là. Oui. c'est en entier. Très bien. Hop. Bon, alors du coup, je vais vous parler pendant quelques temps de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Un service déconcentré du ministère de la Culture. Vous en trouvez dans tous les départements euh, pour, euh, pour effectivement accompagner les collectivités dans la protection de leur patrimoine et en même temps de concrétiser la mission régalienne de l'architecte des bâtiments de France que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Des bâtiments de France, je vais vous expliquer un petit peu plus loin.
Ah, j'ai un micro qui est ouvert. J'ai un retour. Hop, voilà. Pour le déroulé de la présentation, je l'ai fait en trois temps. Donc, une introduction pour vous expliquer d'où vient effectivement la mission de l'architecte des bâtiments de France, quelles sont les missions et le décret qui a engendré je dirais, l'action de l'architecte des bâtiments de France sur les départements, les trois maîtres mots que tout architecte des bâtiments de France conserve dans sa tête tous les jours quand il instruit ou quand il accompagne les collectivités. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les zones d'intervention de l'UDAP et de l'ABF, donc avec les trois codes qui régissent les autorisations des droits des sols. Et ensuite, l'impact des servitudes d'utilité publique sur les autorisations. Donc, un bref historique de l'apparition du corps des architectes des bâtiments de France. Donc, elle est liée forcément à l'évolution de la notion de patrimoine et à son intégration dans l'administration française. Il faut savoir qu'effectivement, dès le XVIe siècle, il y a eu la création d'une surintendance des bâtiments par le roi de François Ier. Alors, c'était effectivement des architectes qui étaient dévoués à la royauté et notamment aux grands projets royaux. Suite en fait à certaines démolitions qui ont eu lieu au XIXe siècle, on a créé les architectes des monuments historiques. Alors, ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des architectes qui devaient, en plus de leur travail, s'occuper... Même la vidéoconférence. Oui. Le P8%, qui est le plus ancien moyen de la scène. Il faudrait couper vos micros. Faut couper vos micros. Hein. Bon, j'essaye de continuer. Donc, effectivement, au XIXe siècle, il y a eu des démolitions et on a créé un corps, enfin un corps, on n'appelait pas un corps. C'est assez gênant, je vous avoue, la discussion qu'il y a par derrière. Excusez-moi. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui parle par derrière. L'organisateur n'a pas la main sur les micros pour couper les micros des autres. Alors, je ne sais pas. Vous cliquez sur participants, vous avez toute la liste avec les micros et normalement, vous pouvez peut-être les couper comme ça. J'y vais, je regarde. Et on se bat là-dessus parce que les producteurs imprimés, le participant qui parle, c'est Canet. Voilà ce que je peux dire. OK. Vous m'entendez? Oui. Oui, là simplement, c'est une petite erreur. Je viens de me connecter. Bon, je vous dis bonjour, bienvenue, et je vous écoute. Alors, comment faire maintenant pour couper la parole, enfin que je me coupe pas? Attendez, parce que là, je viens juste de vous rejoindre. Hein. C'est en bas, c'est désactiver le micro. Activez le son. Ok, d'accord. Ok, Voilà. excusez-moi. Je vous en prie, merci. Donc, au XIXe siècle, effectivement, suite à des démolitions, on crée un corps qui n'est pas appelé encore comme ça, les architectes des monuments historiques. Alors, ce que je disais juste avant votre arrivée, c'est que ce n'est pas les architectes des monuments historiques qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des architectes, effectivement, qui étaient chargés du suivi de l'entretien des monuments historiques d'État à l'époque, mais qui avaient aussi une activité autre que celle-ci. Voilà, et donc c'est au XXe siècle où on commence à voir apparaître des changements dans le corps des architectes des bâtiments de France. Donc en 1907, effectivement, il y a un décret qui porte sur l'organisation
du service d'architecture des monuments historiques. Donc, on reste encore dans cette dénomination. Et on appelle du coup les architectes qui doivent s'occuper de l'entretien des monuments historiques, architectes ordinaires des monuments historiques. C'est juste uniquement pour l'entretien. À savoir qu'effectivement, en 1907, on commençait petit à petit à protéger des monuments historiques. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'architectes ordinaires en France à cette époque-là. On arrive effectivement dans le premier tiers, enfin, on dépasse le premier tiers du XXe siècle. Et là, on se rend compte qu'il y a plus de monuments historiques et qu'il faut commencer à recruter des gens pour essayer d'asseoir un petit peu la profession des architectes ordinaires ou à monuments historiques, comme ils les appelaient. Et donc, ils instaurent en 1935 un concours d'État pour les 28-45 ans. En 1946, on acte par un décret la création du corps des architectes des bâtiments de France. Donc, d'architectes ordinaires, on voit apparaître la dénomination d'architecte des bâtiments de France et l'organisation des agences des bâtiments de France. Et ce n'est qu'en 1984 qu'en fait, les architectes des bâtiments de France deviendront fonctionnaires et donc seront donc attachés à la fonction publique d'État. Ils avaient, pardon, en parallèle, ils avaient le droit aussi d'avoir une activité libérale. Ça a posé quelques problèmes, effectivement, je dirais, on est un petit peu jugé parti dans ces cas-là sur un département. Donc, le cumul d'activités a été supprimé, lui, en 1993. Ça, voilà pour le bref panorama de l'apparition du corps des architectes des bâtiments de France. À savoir qu'effectivement, on est réunis depuis les années 90-2000 avec les architectes urbanistes de l'État en un seul et même corps, mais sur 2 ministères différents. Alors, voilà. Alors, les missions de l'ABF qui ont été instaurées par le décret de 1979. Vous verrez, j'ai mis des petites blagues. C'est de l'autodérision, ne vous inquiétez pas. Donc, les services, vous avez connu les SDAP, vous avez connu les STAP, maintenant on connaît les UDAP, mais au moment du décret, on appelait ça un service départemental de l'architecture et du patrimoine. Et du coup, on a décrété quelles étaient les missions de l'architecte des bâtiments de France par ce décret de 1979. Donc, on a effectivement l'obligation de faire appliquer les règlements en vigueur, le code de l'urbanisme, le code du patrimoine. Ah, il y a encore des micros d'ouvert. Voilà. Vous retrouvez aussi la sensibilisation des autorités, des demandeurs sur la création architecturale et sur la qualité des constructions à proximité des monuments historiques, des espaces naturels bâtis, etc., etc. Pardon, je remonte. Et on a aussi, dans ce décret, la mission de conseiller les maîtres d'ouvrage publics dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux. Donc, c'est toujours, voilà, la mission de conseil, mis à part le côté régalien de faire appliquer les règlements en vigueur, la mission de conseil est déjà très présente en 1979. Également, il est dicté que l'architecte des bâtiments de France prend part entière à la définition des orientations d'aménagement et donc accompagne les collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Sur effectivement, aujourd'hui, alors avant, on était en carte communale, on a été en poste, maintenant on est en PLU. Aujourd'hui, on participe aussi au PLUI, au SCOT, voilà, avec l'évolution des réglementations et des législations qui s'appliquent au fur et à mesure. Pareil, on participe à l'application de législation. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est moins vrai.
puisque c'est plutôt en haut lieu que tout se décide. Nous, on est là pour les faire appliquer une fois que les décrets d'application ont été publiés. Voilà. Donc, vous avez aussi l'instruction des projets d'aménagement en abord de monuments historiques et d'instruire les demandes de subventions. Enfin, vous avez régulièrement, vous faites des demandes de DETR. Et donc, dans certains cas, en abord de monuments historiques ou de petits patrimoines, on participe avec la préfecture à donner un avis sur les DETR qui sont présentés. Voilà. Donc, il y a ensuite effectivement ce décret qui institue la notion d'avis conforme de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. On verra ça un petit peu plus loin dans le déroulé de la présentation. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Oui. Bon, je vous parlais des 3 maîtres mots de l'architecte des bâtiments de France. Moi, j'appelle ça le leitmotiv et l'équipe de l'UDAP. Donc, on a contrôlé, conseillé et conservé. On a ces 3 missions-là aujourd'hui enfin, c'est ce qui résume un petit peu le décret sur un territoire. Contrôler, bien sûr, nous avons une mission régalienne qui nous est donnée par l'État au travers du ministère de la Culture, à savoir que l'architecte a sa propre signature d'autorisation. Chaque ABF, au sein de son département, signe en son nom propre, pas au titre d'une signature déléguée par la ministre de la Culture ou la directrice régionale pour ici, mais a vraiment sa signature propre au sein des espaces protégés. Donc, effectivement, de manière régalienne, il veille à la préservation des espaces protégés et il instruit les documents, les permis, enfin tout ce qui est autorisation des droits des sols, permis de démolir, une déclaration préalable, autorisation préalable, etc., etc., dans les abords d'un monument historique ou en site protégé. Ce qu'on appelle les sites protégés, ce sont les sites patrimoniaux remarquables qui sont effectifs depuis la loi LCAP de 2016. Le conseil, pour un ABF, c'est la mission, je dirais, la plus importante, quelque part. Parce que on est là aussi on est surtout là pour sensibiliser les demandeurs, sensibiliser les collectivités sur le patrimoine qu'ils possèdent et sur leur bonne conservation. Et en même temps, il n'y a pas que le monument historique qui compte pour un architecte des bâtiments de France, il y a son environnement pour le maintenir de la meilleure manière possible, le plus homogène possible, pour que les générations futures, en fait, gardent, je dirais, l'identité du territoire, l'identité de la collectivité en termes d'architecture, en termes d'histoire, en termes de construction, de tradition de construction, etc. On n'est pas là non plus pour tout figer, mais on est là pour accompagner, conseiller sur les bonnes pratiques sur ce type de patrimoine. On favorise bien sûr l'architecture contemporaine. Ce qu'on demande effectivement lors de quand on doit conseiller un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage, c'est de regarder ce qui se passe autour de lui pour que cette architecture en fait s'intègre à son environnement urbain déjà existant et prenne, je dirais, les lignes directrices. Voilà, ce sont des termes architecturaux, mais on n'ait pas, je dirais, une construction Y qu'on pourrait trouver n'importe où sur le territoire national. Et on participe aussi à conseiller lorsque vous avez des projets d'agrandissement, de lotissement. On est là aussi pour vous conseiller sur la manière d'aménager pour que ça s'intègre bien dans ce qui est déjà là et de trouver les meilleurs choix pour qu'on ait l'impression que cette extension urbaine, il n'y a pas ailleurs qu'on aurait pu la mettre. Conserver, quand on se déplace, on va en général assez souvent voir
le petit patrimoine qui est protégé au titre des monuments historiques et d'alerter nos collègues de la CRMH pour dire, bon, voilà, là, on a vu telle église, on a vu tel monument aux morts, on a vu tel lavoir quand ils sont protégés. Il faut faire attention, il y a une vigilance parce qu'on trouve qu'il faudrait avoir une petite intervention d'entretien. Voyez comment accompagner la collectivité sur l'entretien de ce petit monument pour pas avoir, enfin, pour permettre à la commune de ne pas avoir des gros travaux dans les années à venir si on laisse traîner trop vite les choses. Donc, c'est la surveillance et on peut effectivement avoir un contrôle sur les travaux de monuments historiques avec nos collègues de la CRMH quand effectivement il y a besoin de la part de la collectivité d'avoir un regard technique. On a en charge aussi le monument historique d'État ou les monuments historiques d'État dans un département qui sont en général les cathédrales. Voilà. Et là, au titre de l'État, nous organisons les travaux d'entretien et tout ce qui est sécurité, incendie, éviter qu'il y ait des effractions, éviter des vols, etc., etc. Voilà, ce sont donc les 3 maîtres mots qu'on aime porter sur un territoire, même si je sais que celui de contrôler n'est pas toujours bien reçu et on le comprend assez bien. Alors, les zones d'intervention de la BF et de l'UDAP, il y en a plusieurs et à différents titres. Elles sont un peu définies par les 3 codes qui définissent le droit des sols. Donc, il y a le code du patrimoine, l'urbanisme et l'environnement. Le code de l'urbanisme, c'est celui que vous connaissez le plus. C'est celui qui, effectivement, dirige tout ce qui est autorisation de droit des sols. C'est-à-dire que tel type de travaux doit faire l'objet d'un permis de construire, doit faire l'objet d'une déclaration préalable, doit faire l'objet d'une autorisation préalable, etc., etc. Vient s'appliquer ensuite 2 petites pastilles supplémentaires en fonction des situations. Le code du patrimoine, quand vous avez un monument historique ou un site patrimonial remarquable, et le code de l'environnement. Le code de l'environnement peut engendrer des servitudes. Vous le retrouvez le plus souvent, en fait, suite aux demandes d'enseigne ou de mise en place de publicité. Pour revenir sur ma partie, je dirais, de prédilection, ce sont les sites patrimoniaux remarquables. Donc ça, c'est depuis la loi LCAP. Ça s'appelle maintenant site patrimonial remarquable, ce qui englobe maintenant 2 types de réglementation. Les plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui est une servitude d'utilité publique, et le plan de sauvegarde de mise en valeur, qui lui est un document d'urbanisme. J'ai bien dissocié les deux parce qu'effectivement, on n'est pas sur, je dirais, la même force de document. Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine va effectivement mettre une couche supplémentaire à un document d'urbanisme au titre du Code de l'urbain, c'est-à-dire un PLU ou un PLUI. Donc, on va rajouter la petite couche parce que il y a une certaine cohérence dans un centre-bourg. On a envie que cette cohérence soit un petit peu cadrée au niveau de la réglementation, un peu plus qu'un document d'urbanisme. Donc, on va créer un périmètre qui va prendre par exemple un centre ancien et on va appliquer une réglementation. Cette réglementation va permettre en général aux collectivités d'avoir une égalité de traitement pour tous les administrés. Voilà. Faut-il avoir effectivement une grande un centre-bourg voilà, avec de l'intérêt patrimonial, mais en général, on en trouve toujours. Et le plan de sauvegarde et de mise en valeur, aujourd'hui, vous n'en avez qu'un qui existe sur le département, enfin 2, puisque Besançon possède 2 plans de sauvegarde et de mise en valeur. Le quartier de la Boucle et le quartier de Battant, qui aujourd'hui sont en révision pour les fusionner. Là, pour le coup, c'est un document d'urbanisme. Donc, ça veut dire que le PLU de la ville de Besançon est retiré au niveau de ce périmètre pour
il plaçait en fait le plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est une démarche en fait qui demande beaucoup de temps parce que on met ce genre de document sur des centres où on a encore des décors intérieurs, par exemple, à protéger. C'est-à-dire que quand on élabore un plan de sauvegarde et de mise en valeur, on visite tous les immeubles, toutes les parcelles pour faire un inventaire en fait du patrimoine, qui soit architectural, des escaliers, qui soit de décors, des cheminées, des choses comme ça. Donc, c'est une protection extrêmement forte. Voilà, il y a pas beaucoup de PSMV en France en général. Ce sont les plus grosses collectivités qui possèdent un PSMV quand il y a une histoire architecturale assez lointaine et qui a encore la présence de beaucoup de décors et de beaucoup de dispositifs patrimoniaux. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou tout va bien? On reviendra peut-être plus tard si vous voulez. Les châteaux, par exemple la conservation des châteaux, la mise en valeur de ces châteaux-là, c'est du deuxième ressort, c'est-à-dire le PSMV, ou c'est l'autre? Non, là pour le coup, quand vous avez des châteaux, pour les protéger, c'est plutôt protection monument historique. D'accord. Alors après, quand vous avez un château à proximité d'un bourg-centre et que vous voulez mettre en place un site patrimonial remarquable, il peut être englobé dans le site patrimonial remarquable si lui ne présente pas de protection au titre des monuments historiques. Tout à fait. Merci. Je vous en Merci. prie. Les abords de monuments historiques. Alors, c'est ce qui est le plus connu. C'est ce qui fait le plus grincer des dents, puisqu'il est, c'est un cercle, voilà, d'un rayon de 500 mètres autour du monument historique, sachant que les 500 mètres partent de l'extérieur. Hein, ce n'est pas un point au milieu du monument et englobe de manière, je dirais, arbitraire les abords du monument historique. Vous pouvez avoir un monument historique en plein milieu d'un lotissement. Donc, après, voilà, on peut se poser la question de la plus-value de l'ABF dans la protection, je dirais, des abords du monument historique. Il pose question aussi, en fonction des situations, entre la covisibilité et le hors-champ visuel. Je vous ai mis des petits schémas là, puisque vous avez quand même un régime qui va être différent au niveau de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Il y aura un avis régalien à partir du moment où il y aura une covisibilité. Lorsqu'il y aura pas, enfin, lorsque le projet se trouvera ce qu'on appelle nous hors champ visuel, on émettra un avis simple pour vous donner en fait les éléments de langage, si vous le souhaitez, pour maintenir une certaine cohérence architecturale aux abords de ce monument historique. Mais ce n'est pas un avis obligatoire. On y reviendra un petit peu après. Il y a le périmètre délimité des abords. Donc, depuis la loi LCAPS, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient avant les périmètres de protection modifiés ou les périmètres de protection adaptés. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un 500 mètres autour d'un monument historique, on regarde un petit peu ce qui se passe autour et on se dit, ben, enfin, il y a des zones d'activité commerciale, il y a des lotissements des années 80-90 dans les 500 mètres. J'ai une entrée de ville qui est importante parce qu'elle produit un axe. Et en fait, on va analyser le territoire pour se dire, avec bien sûr le maire de la collectivité, on va analyser le territoire ensemble et on va se dire, bon, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller, qu'est-ce qu'on retire, où la plus-value de l'architecte des bâtiments de France je dirais en appui du maire ou de la maire va être intéressant pour les avis sur les déclarations préalables, les permis de démolir, etc. etc. Et donc, on en arrive là à des périmètres qui sont intelligents et qui prennent en considération, au-delà du monument historique, les abords intéressants à préserver et à contrôler.
Je passe, du coup, là, c'était pour le Code du patrimoine. On a aussi notre mission au niveau du Code de l'environnement. Tout à l'heure, je vous disais qu'on instruisait les enseignes et la publicité qui, elles, sont régies par le Code de l'environnement. On a également des avis à donner sur les sites inscrits. La particularité du site inscrit, donc c'est une protection au titre du Code de l'environnement pour préserver les paysages et de vérifier tout ce qui est susceptible de les modifier. Voilà. Et c'est soumis au contrôle du préfet de département, après recommandation de l'ABF. Donc là, effectivement, sur les travaux qui se déroulent en site inscrit, l'architecte des bâtiments de France émet un avis, ce qu'on appelle un avis simple, au même titre qu'un avis hors champ visuel dans les abords, et à charge après à la collectivité et au préfet de s'en emparer ou pas. Les sites classés, donc c'est la protection du Code de l'environnement la plus forte, au même titre, j'ai envie de dire, de la comparer au plan de sauvegarde et de mise en valeur au niveau du Code du patrimoine. Un site classé, on le protège pour pas qu'il soit altéré. En général, toute construction est extrêmement compliquée en site classé. Donc, tout permis doit passer en commission départementale nature, paysage et site. Et vous avez donc une commission qui dira oui ou non sur le permis de construire. Cette décision partira chez le ministre de l'Environnement qui, lui, fera l'arrêté définitif. On a des déclarations on peut avoir des déclarations préalables et des autorisations préalables quand les sites classés englobent des petits hameaux, des choses comme ça. Voilà. Donc là, l'ABF, avec l'inspecteur des sites, instruisent le dossier et émettent des avis sous couvert, effectivement, du préfet de département. Vous parlez de l'inspecteur des sites, il dépend de qui, lui? Du ministère de l'Environnement. C'est D'accord. beaucoup. Voilà. D'accord. Alors, du coup, l'impact des servitudes d'utilité publique. On va rentrer dans les sujets qui fâchent un petit peu. Les avis régaliens de l'architecte des bâtiments de France, que moi j'appelle avis conformes, sont créateurs de droit, au même titre que les arrêtés que vous que vous signez pour des déclarations préalables qui sont hors compétence, enfin hors vue, hors champ visuel en fait de l'architecte des bâtiments de France. Et pour le coup, vous vous appuyez sur vos documents d'urbanisme pour donner un avis favorable ou défavorable ou avec prescription sur les travaux qui vous sont demandés. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez, la demande de travaux s'effectue, des pétitionnaires, se dépose en mairie qui, elle, en fonction de la situation, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, en fonction de la situation, envoie le dossier à l'UDAP, chez l'ABF. Nous, on a pour mission, et puis c'est notre, je dirais, c'est à nous de le faire. On va vérifier ce qu'on appelle la possibilité si on est en abord de monuments historiques. Quand vous êtes en périmètre délimité des abords, c'est un peu un deal quelque part, c'est qu'on a réduit le rayon de 500 mètres, mais pour le coup, dans le périmètre, il y aura toujours un avis conforme. Voilà, dans les abords de monuments historiques, les 500 mètres, voilà, en fonction de la situation. L'architecte des bâtiments de France va émettre un avis conforme. Donc, effectivement, l'autorité administrative en charge de vous accompagner sur la rédaction des arrêtés ou si c'est vous qui l'avez, est dans l'obligation de suivre l'avis. Donc, accord avec prescription ou refus. Des fois même, on fait des recommandations parce qu'on estime que voilà, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas trop de portée d'atteinte, mais s'il y avait ce petit plus, ce serait pas mal, le projet s'en trouverait avec un petit peu plus de qualité. Et puis sinon, vous avez l'avis simple. Et l'avis simple, l'autorité compétente en matière d'urbanisme
n'est pas lié à l'avis de l'ABF. C'est quand on émet des recommandations ou des observations, c'est on trouve qu'on on n'a pas on n'a pas un truc, c'est pas que on ne peut pas obliger le pétitionnaire ou le demandeur à faire ce type de travaux, mais nous, on vous alerte en disant, bon ben voilà, ce serait pour la cohérence architecturale, ça et ça mériterait d'être revu. Après, libre à vous de l'entendre, de l'utiliser ou pas. Là-dessus, il n'y a aucune obligation qui existe. Voilà. Je voulais surtout, moi, enfin, depuis que je suis arrivée, et depuis que l'équipe s'est renforcée aussi, parce que c'est une équipe qui a eu quand même, qui a connu beaucoup de turnover en termes d'ABS, en termes de techniciens, etc. Maintenant qu'il y a une stabilité, on met l'accent sur le travail en amont. Et on invite les demandeurs, les porteurs de projets, les collectivités de venir nous en parler avant, parce qu'on est aussi, pour la plupart, des techniciens, des architectes. On a des connaissances qui peuvent vous accompagner lors d'élaboration de vos projets, des aménagements urbains, des constructions d'écoles maternelles, etc. Et en amont, on commence à dessiner un petit peu les orientations du projet. Vous arrivez, vous, avec vos programmes, vos idées, et nous, on peut aussi vous apporter une vision, une autre vision, une autre organisation qui va vous permettre peut-être de mieux l'inscrire au niveau de votre espace urbain, au niveau de la parcelle, de trouver peut-être des solutions appropriées pour un traitement de façade, des choses comme ça. Enfin voilà, on est là aussi pour rechercher des solutions avec vous. Et en même temps, en fonction des situations, on a la connaissance des différents services, soit départementaux, soit régionaux, pour appuyer ou vous dire, il serait bien d'aller voir tel service, tel service, tel service, pour avoir les éléments nécessaires afin de ne pas vous retrouver au moment du dépôt de permis de construire avec une fin de non-recevoir pour X raisons. Voilà. Et puis, on a aussi beaucoup de liens avec les partenaires comme la Fondation du patrimoine, par exemple, les vieilles maisons françaises, qui peuvent accompagner des projets de restauration de petits patrimoines non protégés. Voilà. Quand, enfin, j'ai mis l'aval pour, voilà, pour montrer que voilà, ça peut créer de la frustration parce que quand on reçoit les dossiers, des fois, les gens n'ont pas connaissance des servitudes, par exemple, qui s'appliquent, sont mal renseignés, ont des maîtres d'œuvre qui ne sont pas forcément bien au fait des réglementations qui s'appliquent et déposent des dossiers qui peuvent aller à l'encontre de beaucoup de réglementations, d'un porter atteinte à un monument historique, d'une préservation du patrimoine au titre des abords. Si vous avez un site patrimonial remarquable avec un règlement de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ça ne rentre pas dedans parce qu'on est quand même confronté, enfin, on le voit tous les jours de manière quotidienne au service. Il y a beaucoup de constructions neuves qui se font avec en fait des constructeurs. Et les constructeurs arrivent avec des catalogues, les gens choisissent la maison qui leur plaise, sauf que, eh ben, des fois, ça ne rentre pas dans la réglementation du PLU, ou du moins, ça ne s'intègre pas au niveau architectural dans le centre ancien, ou au niveau d'un abord un peu plus faubourg, moins dense, etc., etc. Donc, il y a des risques de refus, mais que ce soit de l'architecte des bâtiments de France, comme d'autres services de l'État qui sont en charge d'instruire en fonction des projets. Et puis, du coup, ça fait une perte de temps pour le demandeur, sachant qu'en général, ces conditions, enfin,
les prêts sont conditionnés par la validation d'un permis de construire, etc. Il y a une perte de temps. On est dans une situation économique aujourd'hui où plus ça va, plus il est difficile d'avoir des prêts pour construire ou pour acheter, etc. Et donc, ça crée des tensions et ça crée des incompréhensions. Et puis, je voulais aussi revenir un petit peu sur les risques, parce que c'est les risques de travaux réalisés sans autorisation. C'est de plus en plus fréquent. Voilà, enfin, vous le constatez vous aussi tous les jours. C'est pas évident. Les gens, la plupart du temps, ont la méconnaissance des réglementations qui s'appliquent, de la loi. Ils pensent abonner, enfin, pas méchamment, faire les choses parce que c'est à l'identique, sauf qu'un changement de matériau n'est pas l'identique. Et à côté de ça, ils ont des entreprises qui font des travaux et qui ne les conseillent pas bien, qui ne leur dit pas, eh ben, ces travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, etc., etc. Et on retrouve, on a des gens qui se font effectivement attraper pour des travaux réalisés sans autorisation et qui ne comprennent pas parce que enfin, je dirais le professionnel du bâtiment ne les a pas alertés, ne les a pas avertis qu'avant avant de faire les travaux, il faut obtenir les autorisations. Et du coup, ce n'est pas le professionnel du bâtiment qui se retrouve à devoir essayer de régulariser sa situation et avec le stress que ça engendre. Pardon. Et puis, le temps que ça demande à ces gens de pouvoir monter des dossiers, s'assurer que tout va bien. Voilà. Et pour la collectivité, ça peut aussi provoquer des problèmes parce que il y a des gens qui sont des fois un petit peu plus virulents que d'autres et qui font des recours, qui écrivent au préfet et font monter les choses en mayonnaise, enfin, des fois d'un changement de portail, d'un changement de clôture, d'une ouverture de baie sur une façade et en général les pignons qui donnent chez le voisin. On ne connaît pas la réglementation du Code civil qui dit que bah, c'est 3 mètres, il faut vous laisser 3 mètres entre la fenêtre créée et les limites, le limite du voisin, etc. Des fois, pour vous, les travaux vont à l'encontre des règles d'urbanisme, donc vous vous retrouvez avec des situations qui du coup font monter des tensions entre demandeurs et le maire, les services instructeurs, etc. Ça peut provoquer, je l'ai vu dans d'autres départements, des risques pour la sécurité ou la salubrité publique. Voilà. Et on peut voir apparaître des mises en cause de la responsabilité du premier magistrat de la commune. Pour le demandeur, pareil, les gens ne sont pas au courant que certains dossiers peuvent être saisis par le tribunal administratif et il y a des sanctions pénales, fiscales aussi, parce que ben, quand par exemple, on change un garage en chambre, en suite parentale, etc., et que les travaux n'ont pas été déclarés, c'est un manque à gagner financier sur la taxe foncière, parce que le côté habitable n'a pas été déclaré, la surface supplémentaire habitable n'a pas été déclarée. Il peut se voir affliger un PV d'infraction et des astreintes financières, sachant qu'effectivement, depuis 2018, les maires ont le droit donc, de mettre en place des astreintes financières lorsqu'ils font des procès-verbaux d'infraction au titre du Code de l'urbanisme. Voilà. Les demandeurs ne sont pas à l'abri d'avoir un recours des tiers, bien sûr. Et on a vu apparaître, et on risque de le voir un petit peu plus souvent,
la demande via le tribunal administratif de la démolition ou du démontage de ce qui a été réalisé. Donc, vous imaginez pour les demandeurs, enfin, c'est une perte financière non négligeable en fonction des travaux qui ont été faits. Et par moment, les travaux ne sont pas régularisables. Donc, c'est un vrai risque. Il faut le savoir. Les travaux sans autorisation peuvent être un vrai risque d'un côté comme de l'autre. Voilà. Question, si c'est possible. C'est vrai que quand les gens ne déclarent pas les travaux, c'est aussi un manque d'équité par rapport aux autres qui déclarent. Complètement, oui. Effectivement, vous l'avez signalé, c'est un manque à gagner au niveau de la commune. Par contre, moi j'ai la question, c'est comment finalement réaliser un PV d'infraction. Moi, je suis maire depuis plus de 20 ans, je n'en ai jamais réalisé. En fait, je vais voir les gens, mais si dans le cas la personne se trouve un peu réticente, comment rédiger ces PV d'infraction? Est-ce qu'il y a des modèles à qui il faut se renseigner? Alors ça, pour les modèles, je ne sais pas si du coup c'est l'interco qui vous accompagne sur les arrêtés finaux des permis de construire voilà. Oui. Normalement, l'intercommunalité a un service juridique qui doit vous accompagner en tant que membre de l'interco et puis cotisant sur ça. Si vous voulez vous faire aider là-dessus, ou sinon vous avez la préfecture et qui peut vous donner des modèles de procès-verbaux. Voilà. Si je peux me permettre, Oui, j'ai fait oui. mon premier au mois de mars. J'ai trouvé un modèle sur Internet, puis après, je l'ai adapté à ce dont j'avais besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des rubriques qui sont obligatoires. Il faut faire attention pour pas qu'ils soient entachés d'irrégularités. Tout à fait. Tout à fait. S'il vous plaît, quand vous Bonjour, attendez, intervenez, Mais en fait, voilà. quand J'ai vous fini, intervenez, vous donnez Oui. votre nom Voilà. et votre commune, s'il vous plaît. Alors, Pardon? moi, donc, Jacques Adriansen, maire de Rosé-Fluent. J'avais demandé au niveau du chat à prendre la parole. Bon, tout d'abord, merci Madame Belon pour cette présentation. Rosé-Fluent, c'est un village, un très beau village d'ailleurs, où il y a un château qui est classé et à chaque fois qu'on fait des travaux, on est tenu de faire des démarches Nos vers services. votre organisme. Voilà. Ce que moi je regrette, hein, et ça je peux vous le dire, c'est qu'à chaque fois j'ai pris contact avec des personnes, on a étudié les dossiers en amont, et puis malheureusement, au moment où les dossiers avancent, patatras, ça n'est plus la personne qui était sur le dossier, la personne est partie. Donc ça c'est bien dommage parce que on n'a pas l'impression de pouvoir travailler en suivi administratif et suivi au niveau de la concertation. Par contre, le jeune qui a remplacé la personne précédente, il est très bien et je voudrais témoigner tout de même, on construit un lotissement à côté du château et il y avait eu des tas de prescriptions qui faisaient que les jeunes ne pouvaient pas financer leurs travaux. Et je leur ai conseillé de prendre contact avec l'architecte des bâtiments de France et ils ont trouvé un terrain d'accord sans être en guerre. Et ça, c'est vachement important, hein, de pouvoir travailler disons, de manière concertée. Et c'est ce que j'avais voulu faire parce qu'on a aussi la transformation de l'ancienne école au logement, on est aussi dans le périmètre des bâtiments de France, on a également des tas de préconisations et puis on travaille tout de même sans entrer en conflit, mais en essayant de trouver les solutions et en essayant de trouver des solutions qui finalement ne mettent pas en péril les finances parce que ce soit les jeunes qui construisent ou que ce soit les petites communes, on est tous dans la même galère à serrer les boulons de tous les côtés, quoi. Voilà. En tous les cas, merci de votre intervention, mais sachez bien que nous, on est très conscients qu'il faut respecter le patrimoine. Ça, c'est très important. Le château de Rosé-Fluent, si les gens ne le connaissent pas, il faut venir le visiter parce qu'il est très beau. Voilà. Mais en attendant, je voulais surtout témoigner de ça. C'est ce qui est difficile, donc finalement, on connaît les personnes et puis très peu de temps après, ce ne sont plus les mêmes et puis il faut tout recommencer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les micros. Ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, l'UDAP 25 a connu un gros turnover depuis quelques années.
Si vous voulez que je vous rassure, moi, je me suis engagée sur une petite dizaine d'années en présence sur le département. J'ai des gens motivés. Je ne suis pas à l'abri de mutations, je vous l'accorde. Par contre, on met en place au sein du service des fiches d'identité sur les communes afin de transmettre au suivant les particularités des communes pour que l'intervention d'un autre agent soit dans la continuité de ce qui avait été déjà fait, etc. C'est une méthodologie qu'on est en train de mettre en place au sein du service. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît, une question? Levez la main. Moi, je veux bien. Didier, tu as déjà pas mal parlé. Non, allez-y, Madame Grosard. Allez-y, Madame Grosard. Oui, donc Elisabeth Grezard, commune de Chapelle-des-Bois, je suis à l'extrémité sud du Doubs. Donc la commune est ensuite inscrite en intégralité. Et, je rencontre une grosse difficulté par rapport à un phénomène qui est nouveau, c'est la pose de panneaux photovoltaïques. Dans la mesure où, effectivement, en voulant préserver le patrimoine, on fait un peu fi des données techniques et je ne peux pas envisager d'imaginer qu'on ne puisse pas considérer que nous sommes dans un secteur particulier avec le risque représenté par la neige. C'est-à-dire qu'en continu, il est demandé sur chaque dossier que les panneaux soient installés en bas de pente de toit. Or, on sait très bien ici, on ne met jamais une cheminée en bas de pente, on la met plutôt en haut parce que la neige représente du poids. On alterne de plus en plus avec les dérèglements climatiques des périodes de neige, de pluie, de neige, de pluie. La neige, quand elle est mouillée, elle multiplie par 10 son poids. Alors, est-ce que le pétitionnaire doit investir tous les ans pour remettre ses panneaux sur le toit? Voilà. Je pense qu'il y a des choses à envisager, d'autant que sur la commune, il y a déjà eu des projets de pose à la verticale, de pose en haute pente. Mais voilà, là, en ce moment, on se heurte à ce problème et j'aimerais bien qu'on en sorte, voir un petit peu ce qui pourrait être fait. Alors, vous êtes en site inscrit ou Inscrit en totalité. Voilà. Nous, on essaye de préserver aussi le grand paysage de vos communes et les toitures font partie de ce grand paysage. Et pourquoi on demande à ce que les panneaux, alors j'entends très bien l'effet de la neige sur les panneaux solaires. En général, on demande à ce que ce ne soit pas sur les toits des bâtiments principaux, que ce soit sur des annexes quand il y en a, etc. Après, chaque cas est différent aussi. Mais c'est pour éviter que dans le grand paysage, on ait un espèce d'invider qui apparaisse. Après, il faut voir comment construire. On est en train de monter en fait des fiches conseils avec le CAUE pour voir effectivement comment intégrer les panneaux de manière la moins impactante possible, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir soit une pyramide, soit un gros carré au milieu de la toiture. Et par rapport à l'architecture, comment on se positionne. Voilà. C'est un travail qu'on est en train de mener avec le CAUE aujourd'hui pour sortir des fiches conseils, on espère, dans pas très longtemps. Et qui seront, j'ai demandé au service communication de la préfecture, une fois qu'elles seront réalisées et validées, de les mettre en ligne. Mais j'ai envie de dire, moi, bas de pente, votre panneau, vous savez qu'il y a le risque l'hiver qui descende par terre. Oui, j'ai entendu, Madame le maire. Donc, ça va freiner beaucoup de choses. Voilà, moi, franchement, est-ce que techniquement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que on donne l'occasion à nos habitants d'avoir accès aux mêmes droits que les autres par rapport au problème du réchauffement climatique? Oui, non, mais après, voilà. Alors, chaque cas est différent et c'est bien je dirais, la passion
la passion de nos métiers parce qu'on voit des cas qui ne sont jamais les mêmes, et en même temps, tout en ayant une intervention similaire sur l'ensemble du département. Après, on a des particularités, et ces particularités, on les travaille. Et on les travaille, il faut qu'on les travaille en amont et pas après coup. Parce que voilà, pareil, ce sont des commerciaux qui démarchent les particuliers ou les particuliers qui vont chercher les commerciaux. Non, mais il y en a beaucoup aussi qui vont chercher les commerciaux et qui calculent la puissance demandée et qui signent effectivement un devis, qui verse des arts, etc. et qui se retrouvent embêtés. Après, ça dépend des boîtes. Moi, je vois, bon, hormis le côté neige, avec EDF, ENR, quand on impose des panneaux rouges pour éviter d'avoir un impact trop important dans le paysage, la société prend en charge la prescription dès qu'on est en covisibilité. Voilà. On verra. Non, mais... On a répondu, Madame Gruzard, c'est bon? Oui, bah oui, mais on en est toujours au même point où il y a un blocage, quoi, où on n'arrive pas à s'entendre. Moi, je pourrais vous montrer des photos. J'ai une photo de janvier 2021, c'est récent. Bah oui, vous allez comprendre qu'un panneau, quand il est poussé par la neige, il ne résiste pas. Voilà. Oui, bon, après, quand ils sont placés en hauteur, on n'est pas à l'abri de la grêle quand on voit ce qui s'est passé Oui, mais, en juillet 2022. Enfin, oui, voilà. mais qu'il soit en haut ou en bas, c'est pareil. Mais nous, la neige, c'est un autre phénomène. Voilà. En Je espérant ne veux qu'on pas en ait encore. monopoliser la Une autre problématique. Voilà. intervention? Une autre intervention? J'aimerais, Benoît Vienel, Monsieur maire Viennet? d'Arcis-Cicon. Oui, j'aimerais, toujours sur la même problématique des panneaux photovoltaïques. Donc, au nom de la commune, on avait déposé une demande pour la rénovation du presbytère communal en microcrèche et périscolaire avec la pose de panneaux photovoltaïques. Il s'agissait d'une rénovation complète du bâtiment. Et la première réponse que j'avais eue de la part des Bâtiments de France, c'était, je vous lis la réponse: le projet de pose de panneaux photovoltaïques pourrait soit être déplacé sur un autre bâtiment de la commune ne se situant pas dans le périmètre immédiat du monument historique, ou bien être modifié en proposant un produit s'intégrant à la couverture ancien de type tuile ou panneau photovoltaïque de couleur rouge. Nous, on avait fait faire une étude technico-financière de la réalisation de panneaux photovoltaïques. Il s'avère que le panneau photovoltaïque coûte 2 fois plus cher, qui plus est, il produit 2 fois moins. Donc l'étude technico-financière ne rentrait plus dans les clous au niveau de notre rentabilité de l'investissement. Elle date de quand, votre étude? Pardon? Elle date de quand, l'étude? Le premier avis, il était de 2021. Donc moi, j'avais demandé à la technicienne des ABF à l'époque de pouvoir aller sur site, me rendre compte sur place d'un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques de couleur rouge. Et j'ai jamais eu de retour par rapport à cette situation-là. Voilà. Donc on est resté sur notre foi. On a redéposé un modificatif de permis en maintenant nos panneaux photovoltaïques sur le toit de la couverture. Et on a eu donc une autorisation d'installer les panneaux parce qu'on était du coup sur un avis simple sur la pose en bas de toiture et de couleur rouge. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte, tout à l'heure, ma collègue en a bien parlé, la rénovation de nos bâtiments, mais également des bâtiments de nos administrés. Et puis, notre président, en marge du G20, a reprécisé la volonté de l'État français d'engager encore plus d'énergie renouvelable, de tripler ce qui avait déjà été fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus passer de la mise en place de panneaux photovoltaïques sur nos toits de maisons ou de bâtiments communaux en 2023. Et d'autant plus que les industriels qui posent maintenant les panneaux refusent quasiment systématiquement de positionner les panneaux en intégration de toiture liée aux incendies. Et les assureurs, maintenant, refusent d'assurer le risque incendie des panneaux qui sont intégrés en toiture.
Donc ça a été Alors fait après, les par le... pompiers aussi, ils n'aiment pas les panneaux quand il y a un incendie en toiture. On est Mais bien d'accord, mais voilà. on sait Alors, clairement que les panneaux intégrés à la toiture, en termes de rendement énergétique, sont moins bons parce qu'ils sont en surchauffe. Et quand on a des périodes de canicule, les panneaux chauffent encore plus et le risque d'incendie lié à l'augmentation de la température est encore plus présent. alors, moi, j'entends tout à fait et je ne suis pas contre la rénovation énergétique et contre le fait on doit faire tous des efforts pour le réchauffement climatique. Maintenant, mon travail et ma mission, c'est aussi de faire en sorte que ça ne banalise pas le patrimoine. Exactement. Voilà. Maintenant, les panneaux rouges, l'étude de 2021, nous, on a contact avec des fabricants, on se renseigne, on n'est pas non plus dans une tour dorée. Les panneaux rouges maintenant coûtent beaucoup moins cher et le rendement a énormément augmenté par rapport à ce qui se faisait avant. Ils ont bien compris, les fabricants, que quand ils vont vouloir se positionner en centre ancien, voire même en secteur sauvegardé, il faut faire des efforts. On travaille sur Besançon, sur l'intégration de panneaux solaires, mais des fois sur façade. Pour importer une façade contemporaine, comment on fait? Eh bien, intégrons sur cette façade des panneaux solaires parce qu'on est dans une construction contemporaine. Demain, moi, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour vous, et je travaille pour votre département et votre patrimoine. Je n'aurais pas fait mon travail si demain, on a une espèce de cacophonie sur les toitures et qu'on ne s'y retrouve plus quelque part. Qu'on construise ça de manière architecturale, intelligemment. On est là pour ça. On est là pour accompagner. Il y a des monuments sur lesquels on dira non, parce qu'ils ont un intérêt patrimonial qu'on aimerait conserver en clos couvert complètement. Voilà. On va essayer de trouver des solutions. Il peut y avoir un carport, il peut y avoir une véranda, il peut y avoir un bâtiment annexe qui va, lui, au contraire, pouvoir recevoir une surface de panneaux solaires complète pour la transition énergétique. Et aujourd'hui, il faut aussi se dire qu'on a des surfaces de toiture terrasse de zones commerciales. Enfin, j'ai envie de dire, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors, vous allez me dire, moi, j'en ai pas. Mais il faut que ça participe pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit le coût de chacun. Chacun est dans son petit précaré, j'entends, dans sa parcelle. Il faut une vision globale. Oui, oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous sur la vision globale. Après, il ne faut pas oublier la vision aussi individuelle. Madame Grezard l'a bien dit. Après, en termes d'installation sur un toit d'une maison, ça concerne la rénovation de cette maison. On ne peut pas dire à ces gens-là, bah, effectivement, oui, la vision globale, c'est d'aller mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits, les toits des parkings de grandes surfaces dans les grandes villes et que nous, dans nos petits périmètres de 500 mètres, on ne puisse plus rien faire. Moi, je prends la commune d'Ars-sur-Sicon, le périmètre de 500 mètres, ça couvre 90% des habitations du village. Voilà, aujourd'hui, il y a des installations qui se sont faites en toiture intégrée. À l'époque, je l'avais d'ailleurs montré à la collègue de vos services qui était venue me rencontrer au tout début du mandat. Des installations qui ont été faites en 3 fois avec 3 panneaux photovoltaïques différents. Aujourd'hui, on est sur du panneau plutôt de couleur noire, plutôt relativement uniforme d'une marque à l'autre. Je trouve ça c'est quand même davantage uniformisé par rapport à il y a 10 ans où là, effectivement, on avait du bleu, on avait du cadre alu. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, elle est quand même clairement sur du panneau plutôt noir, plutôt mat, avec un cadre plutôt noir également. Je trouve qu'il y a davantage d'efforts de la part Soyez court, M. des Vianney, que tout constructeurs. le monde puisse Voilà. intervenir. Oui, voilà. Merci Non, pour non, vos éléments de réponse en tout cas. voilà. Après, voilà, moi, de manière architecturale et de manière, j'aime pas parler d'esthétisme, je ne suis pas esthéticienne. Moi, ça me dérange de voir des panneaux noirs sur un toit rouge. Et pourquoi on demande à ce qu'ils soient placés en bas de toiture? C'est pour laisser le maximum de toiture visible dans le grand paysage et de toiture traditionnelle. Après, oui, il y a
des spécificités, que ce soit climatique, que ce soit au niveau d'altitude, etc. Ça se travaille. Voilà, on est en train de le faire, on est en train de le travailler, mais enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu choquée quand je vois des mastabas sur des toitures en tuiles. Voilà. Il y avait Yves Brand qui a demandé la parole. Oui, bonjour, je remets le son. Yves Brand, donc adjoint à la commune nouvelle de Sensé, enfin pas si nouvelle que ça, puisque c'est depuis 2016. Je crois que dans les différentes interventions, Madame Belon, vous avez répondu au questionnement. Le questionnement particulier, c'était au sujet des lois climat et résilience, qui nous dit apparemment d'inciter, enfin de favoriser l'incitation l'installation de panneaux photovoltaïques lors de nos révisions de PLU ou peut-être création de PLU. Du coup, on a échangé avec vos services sur ce sujet parce que justement, on est en révision, prescription de révision générale. Et je pense que, ben voilà, avec tout ce qu'on vient d'entendre, je pense que c'est, comme vous l'avez bien dit au début, notre principe aussi, c'est d'anticiper au maximum. Donc voilà, si on pouvait échanger sur le sujet pour vos avis et puis vos conseils sur l'intégration de la réflexion sur l'implantation des panneaux photovoltaïques sur le territoire, en création de PLU, en révision. Et je pense que je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est une bonne idée de voir ça d'une manière très générale, voilà, sur le territoire. Ouais. C'est vrai que dans les PLU, maintenant, on demande, enfin, vous avez de toute manière reçu, il me semble, Oui, un courrier du préfet vous oui, incitant à faire remonter les zones pour favoriser l'installation d'énergie renouvelable, donc essentiellement du c'est panneau ça. solaire. Donc ça va être soit du panneau solaire au sol, soit des parkings à recouvrir. Enfin, voilà, d'essayer de lister les zones Exactement. qui sont en capacité de recevoir ça. Après, voilà, il y a la question des zones agricoles, des zones Oui, forestières. Je dirais qu'avec un bon bureau d'études et un travail avec les services de l'État, que ce soit la DDT, l'ABF, etc., il y a moyen de trouver des solutions pour faire des bonnes intégrations paysagères. d'accord. Ça restera toujours, je dirais, de l'industriel sur du naturel, mais Ouais, il faut trouver les solutions pour accompagner exactement. ça. Moi, j'avais travaillé en Pyrénées-Orientales sur une ancienne carrière, et avec un paysagiste, en fait, on avait travaillé sur le système en fait, des bancs de carrière Oui, pour avoir une écriture qui faisait en sorte que la carrière avait un nouveau sens, était toujours quelque chose qui était nécessaire de manière industrielle ou de oui, manière voilà, artisanale ou quoi que ce soit, ça dépendait. Voilà. Et elle avait cette autre utilisation qui permettait voilà. d'avoir des surfaces de panneaux solaires assez conséquentes. Voilà. Tout à Après, il faut trouver aussi, je dirais, les zones euh, abîmées. C'est là où il faut fait. trouver les projets, dans les zones abîmées. Ouais. Ah, ouais, complètement. Et Ouais. puis, Nous aussi, hein. j'ajoute aussi, pas trop loin des raccordements aussi, hein. Oui, 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 Hein, oui. faut penser à ça parce que les raccordements coûtent très cher, hein. Mm, mm. Hein. Faut négocier avec le porteur de projet. Tout à fait, tout à fait. Qui veut prendre la parole? Il y a- Annie? J'entends, mais On ne t'entend plus, Charles. Charles, tu as coupé ton micro. Madame Poignant n'a pas mis son micro. Si, c'est bon? On ne vous entend pas, Madame Poignant. Mm. Madame Pognon, on ne vous entend pas. Ah, peut-être?
Merde. Madame Pognon. On prend quelqu'un d'autre, puis on reviendra. Quelqu'un veut intervenir? Je veux bien intervenir, si c'est possible, Charles. Je redonne quand même. S'il y a personne. Vas-y. Donc Didier Aubry, je suis maire de Mercey-le-Grand. Donc sur la commune de Mercey-le-Grand, il y a 2 villages. Un qui est sur lequel il y a une église avec un périmètre de 500 mètres et l'autre village où il n'y a pas d'église. Donc il y a un village qui est plus impacté que l'autre. Ma question, ce qui est plus général, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager sur les communes qui ont effectivement un périmètre de 500 mètres où en fait c'est un cercle qui est autour du bâtiment classé, passer de ce cercle-là, en fait, à un périmètre délimité des abords. C'est-à-dire que là, on tiendrait compte justement de la co-visibilité. Est-ce que c'est envisageable ou pas? Bien sûr, c'est envisageable. C'est une volonté politique. Ah, voilà, il faut que le maire, qui est quand même le premier magistrat de la commune, et son conseil municipal ait pour volonté de passer des 500 mètres à un périmètre délimité des abords, moyennant une petite étude. En général, ce qu'on conseille, c'est quand il y a un document d'urbanisme qui est en révision ou en modification pour avoir une enquête publique conjointe. Et ça évite de payer 2 enquêtes publiques. Par exemple, si demain vous vous lancez dans un périmètre délimité des abords, une fois que l'étude sera faite et que le conseil municipal aura voté en faveur de ce dernier, il y aura toute la procédure d'enquête publique et de publication, etc., qui, quelque part, engendre une somme. Obligatoirement. Vous avez le commissaire enquêteur, vous avez les journaux, vous avez la publication. Et on profite des révisions, des modifications ou des créations de PLU pour inscrire le périmètre délimité des abords et se glisser dans l'enquête publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, après, les mairies qui ont un budget pour ça. Bien sûr. J'ai une autre petite question. Alors, c'est pas sur le Doubs. Nous, notre communauté de communes, elle est à la fois sur le Doubs et sur la Haute-Saône, le Val-Marnésien. Et en fait, on a un bâtiment sur Marnay où l'ABF nous refuse de modifier les vitrages. Aujourd'hui, il y a des vitrages qui sont simples vitrages et nous, on souhaiterait effectivement les transformer en double vitrage pour qu'effectivement, au niveau énergétique, on soit nettement meilleur. Et ça nous est refusé. Franchement, je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est logique ou pas? Alors, ça peut. Vous avez des consignes par rapport à ça? Enfin, c'est quoi comme type de bâtiment? C'est un ancien couvent? Oui, c'est un centre culturel aujourd'hui dans lequel il y a une école aujourd'hui. C'est une école primaire. Mais à l'origine, c'était un couvent. La question des menuiseries est compliquée. Est compliquée parce que suivant le dessin avec ce qu'on appelle les petits bois, vous savez, les trucs qui énervent tout le monde, suivant les petits bois, on sait lire l'époque de construction du bâtiment. Voilà, des petits carreaux, des grands carreaux, des impostes, des carreaux qui sont en imposte, etc. On sait dater. Et ça participe au dessin des façades. Donc, si effectivement, on fait des propositions de menuiserie standardisée à la place de celle-là, en général, l'architecte des bâtiments de France ou les techniciens de l'UDAP ou les ingénieurs n'aiment pas trop. Ce qui est important, c'est déjà de respecter la plupart du temps le dessin des menuiseries parce que c'est comme, vous avez par exemple une vieille ferme comtoise ou un vieux bâtiment 18e, il y avait ces menuiseries, il y avait ces volets, etc. Et tout ça participait au dessin de la façade. Le jour où des gens achètent, remplacent par des menuiseries à la ouverture à la française, vous avez juste le recouvrement central, on met des volets roulants, on commence en fait à banaliser
l'architecture et à lui faire perdre son sens, même si je sais, c'est embêtant de fermer des volets le soir. Les menuiseries bois, voilà, c'est difficile d'entretien, etc., etc. Il y a quelques petites choses quand même à respecter pour que, en règle générale, un architecte des bâtiments de France vous accompagne sur le projet. Maintenant, un changement de menuiserie peut se faire en bois et à l'identique. C'est-à-dire qu'on va respecter le dessin de la menuiserie. Mais moi, ce que je préconise, c'est afin d'assurer le recouvrement, qui est assez fin, ce sont des recouvrements qui sont assez fins à l'époque, c'est de jouer avec le menuisier sur la profondeur de la menuiserie pour éviter qu'en fait ce soit la largeur des montants qui s'épaississent. Et plutôt sur la profondeur, quitte à avoir des fois un triple vitrage assez, enfin, voilà, un peu plus conséquent. Voilà. Madame, Madame Poignant, que nous n'entendions pas, pose la question suivante. Vous évoquiez les paysages. Or, des panneaux installés sur toit peuvent à certains moments de la journée provoquer un éblouissement pour les maisons en surplomb. Oui, 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 mais ça, malheureusement, je ne suis pas fabricante de panneaux solaires. J'aimerais bien que des fois les gens respectent le côté mat. Et je pense que ça pose aussi des problèmes à l'aviation civile. Voilà, et ça, au moment de l'installation, c'est pas quelque chose qu'on mesure tout de suite, malheureusement. Vous avez entendu, Madame Pognon? D'accord. Qui veut prendre la parole? Alors, si je peux me permettre, Sébastien Perrin, je suis le maire de Danemarie sur Crète. J'ai vu, j'avais pas mis la vidéo. On ne vous voit pas. Euh, Ah, ça y voilà. est, c'est bon. Alors, je suis à contre-jour, je suis désolé. Euh, donc, j'avais une petite question en fait. Nous, à la mairie, on va faire l'acquisition, c'est en cours, d'une une maison de maître avec à l'intérieur un four banal et un grand parc arboré, tout simplement parce qu'il y avait un risque de voir ce parc transformé en lotissement. Mhm. Et moi, ma question est la suivante. Alors, je suis maire depuis le début du mandat, donc je n'ai pas l'expérience qu'ont certains de mes collègues. Vous parliez de fiche d'identité de la commune pour connaître les restrictions, sa classification, etc., etc. Je voulais savoir si ça existait pour toutes les communes ou pas. Et vous parliez également du lien avec le PLU pour changer, pourquoi pas, les espaces, les faire classer, etc. Donc moi, j'appartiens au Grand Besançon. Donc le PLU est en cours d'élaboration, etc. Donc il sera trop tôt pour y mêler des études pour revoir changer le cœur historique. Voilà, je voulais avoir des petits éléments de cet ordre-là pour savoir comment on pouvait rebondir pour pouvoir préserver notre petit cœur de village qui est tout très petit au vu de la taille du reste. Alors, pour répondre à votre question sur savoir jusqu'où, par exemple, va le périmètre des 500 mètres, si vous avez un monument historique sur la commune, vous allez sur l'Atlas des patrimoines, vous le trouvez sur Google. Sur Google, vous tapez Atlas des patrimoines, vous renseignez la commune. En dessous, il vous proposera le nom de la commune avec 25 pour le département. Et il vous emmène en fait sur les servitudes d'utilité publique qui s'appliquent au titre du Code du patrimoine et au titre du Code de l'environnement. Normalement, vous avez aussi le géoportail de l'urbanisme qui est censé vous renseigner là-dessus aussi, pour les servitudes qui s'appliquent. Voilà. Après, si le bâtiment en lui-même n'est pas protégé, d'où effectivement le fait de venir nous voir en amont pour évaluer un petit peu ce qu'il y a à faire, quel type de programme pourrait s'insérer et comment on accompagne aussi ce projet avec la Fondation du patrimoine, voilà, avec Vieille Maison Française, pour aider la collectivité en fait à monter des travaux de restauration, peut-être sur 4 tranches à voir, en mettant en place des souscriptions, en vous accompagnant, etc., etc. D'où l'importance, effectivement, de venir nous voir en amont. Ah, très bien, merci. Donc je ne manquerai pas de reprendre contact avec vous. N'hésitez pas. J'avais une autre question.
Alors, je vous embête plus avec les panneaux photovoltaïques. Quand on constate qu'une prescription n'a pas été respectée dans une construction. Ah, et ben là, il ne faut pas donner de. Déjà, il faut avertir. Alors, si les travaux ne sont pas terminés, c'est un petit peu compliqué, mais au moment de réaliser la conformité, ce ne sera pas conforme. Voilà. Et ce sera assez tôt. Pardon? Et ce sera assez tôt. Ah ben, On ne va pas nous opposer le fait qu'on aurait dû prévenir avant. bah, vous pouvez déjà envoyer un courrier là pour prévenir que vous êtes en train de constater que les travaux avancent. Une prescription n'est pas respectée. Oui. Mais donc c'est le maire qui intervient, ce n'est pas vous. Nous, on peut intervenir en fait qu'après achèvement des travaux. Voilà. Après, on peut se rendre sur place avec vous et d'aller prendre contact avec la Mais si- personne. Attention à vous, c'est pas bien. Madame Belon, si c'est la communauté de communes qui a la compétence de l'urbanisme, c'est la communauté de communes qui doit agir. Oui, quand ils ne sont pas en manque d'effectifs, oui. Oui. Mm. Mais voilà, nous, on peut vous accompagner sur le terrain quand il y a ce genre de constat pour avertir que on a vu. On a vu et qui dit non-conformité dit vente difficile, voire même impossible. Et ça, il faut que les gens soient conscients. D'autres interventions? Toujours Didier Aubry, c'est ma dernière question, Charles, je te promets. Non, mais je n'ai pas dit ça tout à l'heure pour Non, mais te vexer, mais tu vois, si t'en fais pas. non, mais si tes questions n'étaient pas, j'aurais déjà dit. Hein. Non, en fait, je pense qu'on l'a dans beaucoup de communes. Donc, toujours sur Mercey, moi j'ai un petit souci, c'est que quand les gens font des murets, souvent, en fait, ils le laissent en plot, hein, en parpaing, et ils ne pensent pas à faire crépir. Et moi, je voudrais leur imposer de faire le crépi. Est-ce que c'est normal que je leur envoie un courrier? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Bah, dans la déclaration préalable qu'ils ont dû faire, voilà, parce qu'il y a quand même, c'est réglementé par le PLU, les hauteurs de murets en général pour des risques d'inondation, des choses, ou de l'homogénéité au sein de la collectivité. Dans la déclaration préalable, normalement, ils ont déclaré que le mur serait fini avec un enduit, une peinture, etc. Et alors, vous êtes un petit peu embêté, vous pouvez essayer de négocier parce que tant qu'ils n'ont pas fini les travaux, on n'a pas trop la main là-dessus. Et ça peut durer des années. Malheureusement. Souvent, moi, j'ai des murets qui sont finis depuis 2-3 ans, si vous voulez. C'est de finances qui ne le font pas. Mais pour avoir finalement un village aussi homogène et joli, je sais. c'est important de le faire. Oui, mais malheureusement, c'est difficile d'avoir la main tant qu'il n'y a pas une déclaration d'achèvement de travaux ou une demande de DACT. Et encore, les DACT sur les déclarations préalables, c'est difficile de les obtenir en général. Merci. Je vous en prie. Dominique, bonsoir. J'ai vu que tu nous as rejointe. Tu n'as pas de questions, toi? Bon, c'est bien. Moi, j'aurais une question. Oui. Voilà. Donc, Brigitte Prêtre, maire de Saint-Antoine. Vous écoute. Voilà, j'ai une petite question. Voilà, notre commune Saint-Antoine donc touche la commune de Métabier. La commune vient d'acheter du terrain pour faire un lotissement communal. Et les permis de construire sont en train de passer dans les bureaux de l'ABF. Nous venons d'avoir un retour, à savoir que nous sommes hors champ visuel par rapport à un périmètre sur la commune de Métabier. Voilà. Et donc, voilà, j'ai écouté vos livres et vous disiez qu'on devait avoir un avis simple, normalement, de votre part. Et là, j'ai reçu un avis la semaine dernière avec pas mal de recommandations, de préconisations, alors qu'on est dans un lotissement communal avec un règlement de lotissement communal.
Et voilà, donc cet avis, voilà, il nous est arrivé la semaine dernière. Là, vous avez un deuxième permis qui va arriver de nouveau dans vos bureaux, parce que le deuxième est tombé aussi la semaine dernière. Et voilà, je veux dire, je fais quoi, moi, avec ça, quoi? Parce que dans les préconisations que vous nous mettez, vous nous parlez d'une tuile rouge flambée, c'est ce qu'il y avait mis dans le descriptif. Vous nous dites la porte de garage, il faut qu'elle ait des rayures. Dans les photos, j'ai vu qu'il y avait 3 rainures. Bon, il y a peut-être le truc des dessous de toi qui est bien, Mhm. mais voilà. Donc, C'est le principe, un avis simple. Voilà, nous, on vous donne, parce qu'on n'a peut-être pas été destinataire non plus du permis d'aménager et du règlement du permis d'aménager, parce que des fois, on n'a pas les règlements dans les dépôts de permis d'aménager. Et j'ai envie de vous dire un avis simple. Vous prenez ce que vous avez envie dedans. Il est simple, Madame le maire. Il n'est pas régalien. Donc, nous, on vous fait des recommandations et des observations. Maintenant, vous avez votre règlement, vous regardez ce qui colle et ce qui colle pas. Voilà. Et c'est pour ça que, pareil, quand il y a des lotissements, c'est pour ça qu'on aime bien être en amont pour pouvoir travailler avec vous le règlement, que ce ne soit pas non plus trop difficile, mais qu'on corresponde à des typologies du coin. Voilà. ouais. Bah, de toute façon, voilà, nous, on a un petit village qui est resté très simple. On n'a pas évolué comme toutes les communes autour de nous, donc on fait très attention à ça. J'ai refusé des permis, j'ai fait pas mal de choses pour que notre village reste un peu identique. Et ce règlement de lotissement, on l'a fait comme les 2 autres lotissements qu'on avait déjà fait. Voilà, je me dis, on sait qu'on, voilà. Voilà, voilà, je vous rassure, vous êtes en avis simple. Nous, on remarque, enfin, on fait des recommandations du point de vue architectural par rapport aux typologies du bâti du département. Si le règlement du lotissement a déjà énormément qu'on n'a pas forcément, hein, nous, au bureau, et puis on ne peut pas s'appuyer sur un règlement du lotissement, c'est pas notre travail. Mais voilà, s'il y a déjà beaucoup de choses dans le règlement du lotissement, Oui, il y avait beaucoup en de choses. avis simple, vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre Derrière, je fais l'arrêté, enfin, avec la communauté de communes, on fait un arrêté avec, avec... avec ou pas les recommandations que vous avez données. Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Il y a une question donc de Madame Poignant. Que pensez-vous du projet d'implantation d'éoliennes par la commune de Nancray alors qu'il y a à proximité le musée des Maisons Comtoises? Ça, c'est une question politique. Oui. Moi, je suis à 3 kilomètres. Hein. C'est très, très politique. Bon, alors après, j'ai envie de vous dire, en règle générale, les ABF, ils ne sont pas très éoliennes. Voilà. Non plus. On n'est pas très éolienne, on trouve que c'est pas forcément toujours. Par rapport aux premières générations, plus ça va, plus elles sont très très hautes avec des pales très très larges parce que voilà, il faut récupérer de plus en plus d'énergie. Pour avoir instruit d'autres dossiers dans une autre région. Moi, c'est ce qui est à côté de l'éolienne qui m'angoisse pour les paysages, pour le sol, voilà, c'est toute l'infrastructure à côté qu'on ne nomme pas autour. Voilà. Et dans mon rôle, bon, à Nancray, c'est un petit peu compliqué. Je vais avoir un rôle parce que je vais avoir un avis à donner qui est complètement simple parce que je suis un service de l'État. Voilà. Et que je ne suis pas en mission régalienne. Donc après, à charge. Dossier de Nancray, si vous voulez bien, moi je le connais très bien puisque ma commune est à 3 kilomètres de Nancray. Hein. D'accord? Et c'est plus un côté, en dehors de la politique, c'est plus un côté financier qu'autre chose pour Nancray. Mais toujours. Et voilà, c'est mettre des éoliennes pour récupérer de l'argent. Oui. Et c'est exactement ça, c'est pas autre chose. Voilà, hein. Et nous, une bonne partie des maires du secteur, par rapport au musée, par rapport à certaines choses, ne sont pas trop chauds de ce dossier-là, malgré il voudrait récupérer de l'argent, c'est tout. Voilà. Oui. Hein. Bon, ben oui, mais bon, vous savez, des fois, j'ai pas forcément la main sur beaucoup de choses. Malheureusement. Non, peut-être heureusement parce que non, mais vous donnez votre avis quand même. Oui, on donne notre avis. Voilà, hein. Après, quand c'est la politique qui décide, c'est pas pareil.
Oui, oui, et puis bah, c'est une décision, il me semble, c'est une décision préfectorale, là, pour le coup, non? Tout à fait. Oui, Ouais. c'est ça. D'autres intervenants? Non? C'est bien? Moi, en résumé, moi j'ai noté plutôt pour Madame Belon, déjà premièrement, en la remerciant déjà de son intervention. Hein. Bah, je vous remercie surtout de Non, mais l'organisation. Madame Belon, je ne sais pas quelle formation vous avez eue, mais vous avez une formation quand même. J'ai répondu à toutes les questions. Ah, vous voulez la connaître, ma formation? Bon, je suis architecte. J'ai fait Ouais, 2 ans supplémentaires pour être architecte du patrimoine. J'ai ouais, exercé pendant 15 ans en privé. d'accord. Et jusqu'au moment où, comme j'ai envie de dire, une grande majorité des femmes, on arrive à la quarantaine et on a envie de faire autre chose. Et donc, j'ai passé un concours d'État. Voilà. D'accord. Et vous travaillez uniquement sur le département du Doubs. Que je ne suis que pour le département du Doubs. D'accord. C'est déjà bien. Ben oui, je pense que. Et là, une question aussi, à quel moment les communes peuvent vous demander un avis ou avant de faire leur permis, avant de monter un projet, à quel moment? J'ai envie de dire, voilà, les projets structurants pour les collectivités, hein, On ou prend pour un lotissement, hein, on prend l'exemple d'un lotissement. ou que ce soit un lotissement communal ou un truc dans le genre, enfin, il y a un projet dans le genre, euh, plus vous viendrez nous voir en amont pour dire, j'ai l'idée de créer un lotissement sur une parcelle que la commune possède, etc. Euh, je suis en périmètre de 500 mètres. On peut aussi, j'ai oublié de préciser, mais on est un service public et on n'est pas que, on peut ne sortir, je dirais, de nos 500 mètres. Si une collectivité qui n'a pas de monument historique, mais a envie d'avoir une ingénierie gratuite, parce que État, on est présent. On n'est pas réservé qu'aux collectivités qui ont des monuments historiques. Il faut le savoir. Voilà. On sait que dans les communes rurales, il y a un manque d'ingénierie. Et nous, au sein de l'UDAP, on met vraiment l'accent sur l'accompagnement des collectivités parce qu'on sait qu'on a un département qui est beaucoup plus rural qu'urbain. Et c'est là où on pense qu'il y a quand même aussi un travail d'accompagnement très important quand il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas d'ingénierie accessible facilement. On est aussi un service public et pas qu'un service ABF. Voilà. Donc, quand on va vous voir, il n'y a pas de prestation. Zéro. C'est Voilà. gratuit. Je dis. C'est complètement gratuit. Voilà. Ça coûte juste au ministère l'aller-retour en voiture. Et puis, à votre bureau de Besançon, vous êtes combien là? On est 6 et on sera 7 l'année Tous des prochaine. architectes? Non. Alors, l'avantage, j'ai un service, on est 4 architectes dans le service, c'est-à-dire que j'ai 2 techniciens qui sont architectes. D'accord. Vous devez connaître messieurs Donien et Nuzilla. D'accord. Voilà. Il y a Ils sont donc, architectes tous il y les deux. a, il y a Brigitte Mulin. Et Brigitte est technicienne. Elle n'a pas de formation d'architecte, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle exerce cette mission. D'accord. Donc, elle connaît bien. Oui, d'accord. Voilà. Je vois qu'il y a, non, il y a d'autres questions. Il y a une petite question de Madame Poignant, enfin une question, hein, excusez-moi. La loi ZAN dit que les socles des éoliennes ne sont pas considérés comme éléments d'artificialisation. On entend ce qu'on veut par artificialisation des sols. Voilà. J'ai donné la réponse, je n'ai pas entendu. Ouais. C'est-à-dire, on entend ce qu'on veut par artificialisation des sols. Ouais, Ah, c'est ça. ouais. Ah oui. Si c'est, voilà, on remet de la terre végétale dessus, hein, mais Oui, on ça enlève pas n'empêche de qu'il y a quand même des gros blocs béton, Ah oui. béton qui sont dans le sol. Des Après, tonnes et voilà, des tonnes. il faut les tenir, hein, il faut les tenir. C'est C'est vrai. sûr. C'est vrai. Mm. Bon, on s'arrête là s'il n'y a plus de questions. Ouais. Hein? Ah, Merci, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, pour votre participation. Merci, bien. Monsieur le Président, pour l'organisation avec l'association, les invitations, etc. Voilà, moi, je suis prête à le refaire quand vous voulez. c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Si vous pouvez, Merci. on vous invitera à notre assemblée générale.
Avec plaisir. Oui. Comme ça, Avec- on pourra avec encore grand, avoir grand des plaisir. contacts avec les maires. Hein? Oui, oui, oui. Ben, vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de tomates quand même, s'il y a des refus. Voilà. Bien, En tout cas, merci à on peut tous pour votre clôturer. écoute. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Hein? Merci, bonne Au soirée. À très revoir. Et bientôt. pour ceux qui regardent, bon match de rugby. Oui, Merci. c'est ça. Oui, on y va. On va y aller. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Ah.